d'ailleurs, vous êtes plus âgé que le Premier ministre. Si je crois les comptes, vous avez 35 ans, c'est bien ça? Exactement. Mais c'est toujours la même génération, malgré tout. On parle beaucoup du duel entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Au fond, cette nouvelle génération, vous vous dites aujourd'hui, est-ce qu'il est temps, en effet, place aux jeunes, en quelque sorte? Je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de lignes politiques qui sont portées. Mais je crois que, par contre, ce qui est intéressant, notamment dans ce que nous, on a appelé la génération Mélenchon, c'est que vous voyez... Pas tout à fait le même âge, la génération Mélenchon, si je peux me permettre. Si, mais alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, ce qui est intéressant dans ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer, en plus des 22% à l'élection présidentielle, c'est justement de redonner non seulement de la place à des jeunes et d'avoir réussi à faire monter des personnalités politiques, ce qu'il est un des rares hommes politiques à avoir réussi à faire dans une ampleur aussi forte, et puis d'avoir la génération Mélenchon qui vient justement après, d'avoir redonné le goût de la politique. Et je crois que c'est ça qui est important, plutôt que l'âge qu'on a, c'est ce qu'on porte. Et lorsqu'on voit que la jeunesse a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, ça laisse un bel avenir à la France. Mélenchon et pour le RN. Non, beaucoup pour nous, 50% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est deux mouvements qui ont beaucoup attiré les jeunes, vous en conviendrez. Beaucoup moins pour le Rassemblement national que pour nous. Est-ce que vous vous dites pas d'ailleurs que c'est très bien de faire monter les jeunes, mais qu'à un moment, il faut peut-être aussi laisser la place? C'est ce qui est fait. Regardez, dans notre mouvement, vous avez par exemple moi qui suis présidente de groupe, vous avez Manon Aubry qui est coprésidente du groupe de la gauche au niveau du Parlement européen. Vous avez le coordinateur de notre mouvement qui lui aussi a une trentaine d'années. Donc c'est ce qui est fait dans notre mouvement. Mais il n'est pas encore quand même beaucoup présent Jean-Luc Mélenchon? J'espère qu'il sera présent encore longtemps. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a redonné le goût de la victoire à notre mouvement politique et à l'histoire longue que nous portons dans le pays, grâce justement au fait qu'il reste un point d'appui. Et quand on voit ce qui s'est passé, notamment avec la loi immigration, heureusement qu'il reste encore une force organisée dans ce pays pour contrer l'extrême droite et la Macronie. Manon Aubry, qui a 34 ans, si je ne m'abuse, donc le même âge, ça doit être ça, je ne sais pas exactement. Que le Premier ministre. Mathilde Panot, Amélie Oudéa-Castéra, la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, affirme qu'elle n'a pas menti quand elle parlait du paquet d'heures non remplacées comme étant l'une des justifications qui a fait qu'elle a mis ses enfants dans une école privée, qu'elle les a retirés de l'école publique. Voilà ce que dit l'entourage de la ministre. La ministre n'a pas menti, non, c'est la maman, 15 ans après, qui s'appuie sur le souvenir et le ressenti de cette période que cette période lui a laissé, le ressenti, dit-on maintenant, au lieu de parler du paquet d'heures. Est-ce que vous comprenez que dans son souvenir, les choses se soient peut-être un peu embrumées? Non, alors déjà, il y a un problème, c'est le mépris insupportable pour les personnels de l'éducation, c'est-à-dire celles et ceux qui font vivre l'école de la République au quotidien. Le problème principal n'est pas le choix personnel que fait la ministre, même si on peut discuter du fait qu'elle mette ses enfants dans l'école peut-être la plus réactionnaire du pays en termes d'établissement privé. Mais le problème n'est pas un choix personnel. Le problème, c'est d'abîmer l'école de la République pour justifier un choix personnel. Donc, qu'elle ait menti ou pas menti, je rappelle juste des faits. Les faits, c'est notamment des études qui montrent que les enseignants sont moins absents en moyenne que le reste des fonctionnaires et même moins absents en moyenne que les salariés du privé. Première chose. Deuxième chose, l'autre fait. Qu'est-ce qui explique les 15 millions d'heures qui sont perdues chaque année avec des enfants qui se retrouvent parfois sans cours de français, sans cours de maths pendant plusieurs mois au collège? Qu'est-ce qui explique ça? C'est les suppressions de postes. Et c'est donc le bilan notamment d'Emmanuel Macron, puisque 9000 postes ont été supprimés dans les collèges et dans les lycées depuis 2017, avec, dans le projet de loi de finances 2024, 2600 postes supplémentaires qui sont supprimés majoritairement dans le public. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en justifiant par les paquets d'heures non remplacés le fait d'avoir mis ses enfants dans l'école privée, elle disait combien l'école ne s'était pas améliorée. C'est ça que vous voulez dire? La responsabilité, elle pointe pas... aussi le bilan d'Emmanuel Macron, c'est une évidence. Mais je vais vous dire pourquoi c'est indécent. C'est indécent non seulement parce qu'on a appris que donc on parlait de quelques mois en maternelle, première des choses. 6 Deuxième mois chose, en première section de maternelle pour son fils aîné. Exactement. On parle d'un établissement qui est dans le 6e arrondissement de Paris. Et je vous rappelle ce qui était issu d'un rapport sénatorial qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que l'école la moins bien dotée de Paris est mieux dotée que l'école la mieux dotée de Seine-Saint-Denis. Donc en plus, on parle d'écoles qui sont
ultra privilégiés, si je peux prendre cette expression. Donc, ce qu'il faut, c'est reconstruire l'école de la République face au manque de moyens qui a été organisé par Emmanuel Macron. Et je crois que Mme Oudéa Castéra ne peut plus rester à ce poste, vu les propos qu'elle a tenus et le mépris envers les personnels qui appellent d'ailleurs à manifester le 25 janvier et le 1er février. Et nous serons avec eux dans la rue. Vous estimez qu'elle ne peut plus rester. Vous appelez à la démission d'Amélie Oudéa Castéra. Écoutez, je pense que encore une fois, quand on abîme l'école publique pour justifier un choix personnel, alors qu'on est soi-même responsable des 10 millions d'élèves qui sont dans l'école publique, des personnels qui y sont et du bilan qui a été fait depuis maintenant des années, qui conduit, comme à l'hôpital public, à un effondrement de l'école publique, je crois qu'il est impossible que cette ministre reste, vu le manque de confiance qu'il y a notamment avec les syndicats. On l'a vu encore hier. Elle se rendra d'ailleurs ce matin à la fameuse école, la petite école publique dans laquelle son enfant avait été en maternelle. Elle sera, ça s'appelle l'école Littré, c'est en effet, comme vous le disiez, dans le 6e arrondissement de Paris. Elle y sera ce matin. Elle dit avoir échangé avec l'ancienne institutrice de son enfant, s'être excusée, qu'elle se serait excusée d'ailleurs mutuellement. C'est ce que dit l'entourage de la ministre. Vous dites, le problème, c'est pas le choix personnel qu'elle a fait, quoique. C'est quoi ce quoique? Est-ce que vous considérez que Sophie Binet, par exemple, de la CGT dit hier, tout ministre de l'Éducation nationale devrait scolariser ses enfants dans le public? Est-ce que vous êtes sur cette même ligne? Moi, je trouverais ça normal. Parce que, notamment, on parle de 2 millions d'élèves dans le privé, 10 millions d'élèves dans l'école publique, qui est fortement affaiblie. Et notamment, vous avez, en fait, un séparatisme scolaire qui se crée avec des enfants qui vont vers le privé, notamment parce qu'ils ont détruit l'école publique. Donc, je trouverais ça normal. Mais encore une fois, mais est-ce qu'au fond, vous estimez qu'il y a vraiment deux écoles, ou est-ce que l'école, là, il s'agit d'une école privée sous contrat, hein, donc les professeurs sont payés par l'Éducation nationale, c'est l'école libre, c'est autorisé en France. Enfin, je veux dire, c'est un choix personnel des parents. Apparemment, elle a un rapport qui n'a pas été rendu public, qu'il faudrait rendre public sur le lycée Stanislas, sur des propos anti-IVG qui auraient été tenus, sur le fait de conseiller de ne pas porter le préservatif, ce qui est aberrant en termes de prévention, notamment d'éducation à la sexualité. Bon, donc ça, c'est un établissement particulier, c'est pour ça que je le pointais. Mais est-ce que ça veut dire que vous dites, non, mais puisque vous pointez du doigt cet établissement en particulier, est-ce que vous dites qu'au fond, il faudrait supprimer les subventions, supprimer l'agrément pour un collège comme le collège? Nous, on est pour l'abrogation de la loi Carle, c'est-à-dire la loi qui oblige les collectivités à financer les établissements privés. De même que nous sommes pour interdire les financements extra-légaux sur les établissements privés, avec une orientation générale qui est celle que l'argent public doit aller aux établissements publics. Mais je termine là-dessus. Non, mais je voudrais comprendre exactement. Ça veut dire que vous considérez que des établissements comme l'établissement Stanislas ne devraient pas avoir des professeurs payés par l'État, ne devraient pas recevoir des subventions? C'est pas ça que j'ai dit. L'abrogation de la loi Carle, c'est pas sur la question des professeurs. Pardon, je la connais pas bien. Les professeurs restent payés par l'État. Okay. Nous demandons plus de contrôle. On demande à ce que le rapport soit rendu public sur ce qui s'est passé sur l'établissement Stanislas et qu'il y ait davantage de contrôle. Mais les professeurs resteraient payés par l'État. Je demande juste à ce qu'on remette de l'argent dans l'école publique puisque c'est la seule qui est gratuite, laïque et émancipatrice pour toutes et tous. Mais je me souviens de vous Mathilde Panot, vous LFI, vous insurgeant contre le fait qu'on retire des subventions au lycée Averroès à Lille. Vous estimiez, c'est donc un lycée de confession musulmane, vous estimiez que c'était discriminatoire, vous l'avez défendu. Comme le président, pourquoi vous défendriez l'un et que vous accableriez l'autre. Comme le président du département qui est Les Républicains. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que nous demandons, c'est plus de contrôle. Je trouve normal que le lycée Averroès soit contrôlé. Il a été beaucoup plus contrôlé que d'autres établissements. Je rappelle qu'à immense majorité, ce sont des établissements de confession catholique dans notre pays et non pas musulmane. Et il se trouve qu'il y avait 2 poids 2 mesures évidents sur la manière dont étaient contrôlés. Je rappelle que sur des établissements, il y avait eu des problèmes graves qui avaient été, sur d'autres établissements, qui avaient été pointés et qui n'avaient pas mené jusqu'à enlever les subventions. Donc c'était une des premières fois depuis au moins 30 ans dans notre pays qu'on voyait qu'on enlevait les subventions directement. Ça montre à quel point c'est rare, justement. Oui, mais ce que moi je demande, c'est qu'on le fasse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on le fasse pour l'ensemble des établissements. C'est cela que nous avions pointé à l'époque. Je vais vous expliquer le problème principal que nous avons. Dans le projet de loi de finances 2024, vous avez 9 milliards d'euros qui reviennent aux établissements privés, c'est-à-dire une augmentation de 6,7% par rapport à la loi de finances de l'année d'avant.
Or, quand vous regardez sur les établissements publics, vous n'avez une augmentation que de 4,58% pour le premier degré et de 5,4% pour le second degré. Donc ça veut dire proportionnellement, il y a plus d'argent qui va vers les établissements privés. Voilà, alors qu'il y a moins d'élèves. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde juste sur Paris, on a fait un calcul, vous avez des établissements privés sous contrat qui bénéficient de 85 heures hebdomadaires en plus en moyenne, notamment en regardant les effectifs par classe. Donc ça veut dire que dans des lycées où vous avez déjà, ou dans des collèges, dans des établissements dans lesquels vous avez déjà une surreprésentation des classes favorisées et très favorisées qui représentent 55% des effectifs, vous vous retrouvez en plus avec des heures supplémentaires. Mais est-ce que vous iriez jusqu'au Donc bout de on votre crée logique des inégalités de manière encore plus forte. Manon Aubry, que vous évoquiez tout à l'heure, a même dit que mettre ses enfants dans un établissement privé, c'était politique. Vous estimez que c'est un choix politique? En gros, on mettrait ses enfants dans le privé quand on est de droite, on mettrait ses enfants dans le public quand on est de gauche. Enfin, quand elle dit c'est politique, c'est ça? Je crains que malheureusement, on n'en soit plus dans cette situation-là. Vous avez dans des lieux très populaires des gens qui se saignent pour pouvoir mettre leurs enfants en école privée en espérant que dans une école privée, il y ait plus d'attention. Je disais, il y a plus d'heures, donc forcément, ils sont moins par classe, ils ont plus de professeurs disponibles et donc en espérant, parce que les parents, ils espèrent toujours le meilleur pour leurs enfants. Donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on détruit l'école de la République, qui est celle qui permet à toutes et tous de s'émanciper individuellement et de devenir citoyens. Voilà, c'est ça la question que nous devons poser de manière prioritaire. Et je vais vous dire, si la polémique, elle enfle à ce point-là, ce n'est pas une question d'attaque personnelle, comme le dit la ministre, c'est une question de ras-le-bol, de on n'en peut plus des personnels de l'éducation.